Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Terre des enfants, qui est consacrée à leur situation dans le monde et aux actions de l'UNICEF. Avec au micro Louis Josse et Simon en régie. Ce mois-ci, nous accueillons Jules et Pascaline, jeunes ambassadeurs à Dreux. Bonjour à vous deux. Bonjour Louis. Pour commencer, replongeons-nous dans le passé. Un passé pas si lointain, il y a un peu moins de 9 ans, le 26 décembre 2004, un tremblement de terre secouait l'ouest de l'île indonésienne de Sumatra, créant un tsunami. Près de 230 000 personnes ont été tuées, des femmes et des enfants pour la plupart. Des communautés ont été dévastées, des moyens de subsistance anéantis, des maisons, des écoles, des centres de santé emportés par les flots. Mais du fait de l'ampleur même de la catastrophe et de la mobilisation massive des secours internationaux, de nombreuses possibilités de rétablir les services de base et de reconstruire en mieux ce qui avait été détruit se sont présentées. C'est là que l'UNICEF a joué un rôle prépondérant, n'est-ce pas Pascaline ? En effet, l'UNICEF France a consacré 79% de ses fonds à l'éducation, 4% à la santé, 9% à l'eau et l'assainissement, 6% à la protection de l'enfance et 2% aux opérations. Les fonds UNICEF France représentent 16% des fonds globaux reçus par l'UNICEF pour le tsunami. Et les dons français ont financé en particulier 100% des écoles semi-permanentes et 31% de l'ensemble des constructions. Dès le départ, les difficultés étaient nombreuses. Disparition des compétences et des cadres, désorganisation des services publics, accès détruit, potentiel limité des entreprises locales. Pour preuve, une école construite dès 2005 par une autre ONG s'est fissurée au bout de seulement 3 mois. L'UNICEF, pour sa part, a procédé à d'indispensables études préalables. Le choix des sites, arbitrage des communautés, sondage des sols, développement d'une architecture modulaire. Ce qui aboutit à partir de 2006 à la construction d'écoles permanentes, rehaussées et antisismiques. La construction d'écoles allait de pair avec une aide en termes de sanitaire, d'eau potable, de mobilier scolaire, de fournitures, ainsi que de la formation d'enseignants et de l'éducation, de l'hygiène pour les élèves. La mise en place de centres de santé intégrés a permis de fournir des soins et du soutien psychologique. Des cadres de santé et des sages-femmes ont été formés. D'autre part, un programme de formation destiné aux enseignants, aux travailleurs sociaux, policiers, chefs de communauté, parlementaires, fonctionnaires de la justice, a permis de sensibiliser aux problèmes d'exploitation sexuelle et de trafic d'enfants. Un partenariat avec les pouvoirs publics sur la question des droits de l'enfant a abouti à la création de structures spéciales dans les locaux de police et à la création d'instances de justice réservées aux mineurs, un progrès conséquent dans cette région. En Indonésie, toute cette mobilisation, sans précédent il faut le dire, de la communauté internationale face au tsunami a permis comme jamais auparavant de renforcer le processus de paix dans la région. Au-delà des secours apportés immédiatement après le tsunami, les efforts de reconstruction de l'UNICEF portent à la fois sur les régions touchées par le tsunami et sur celles en proie à des conflits. Il s'agit là d'une décision stratégique visant à consolider la paix établie à la suite du tsunami. Non loin de là, en Thaïlande, les programmes de redressement ont contribué pour beaucoup à la mise en place d'un renforcement national de la protection de l'enfance. Un système d'observation de la protection de l'enfance a été instauré en 2007 pour analyser et suivre la situation des enfants rendus orphelins par le tsunami, ainsi que d'autres enfants en situation de vulnérabilité. Ce modèle a ensuite été étendu de 27 sous-districts en 2007 à 36 en 2008, avant d'être mis en œuvre à l'échelle nationale. Certains enseignements importants ont été tirés des opérations de secours et de redressement. Il est par exemple essentiel de veiller à ce que les gouvernements, les organismes internationaux et les ONG partenaires coordonnent leurs activités de façon à se compléter au lieu de faire double emploi. Il faut également faire en sorte que toutes les parties concernées soient mieux préparées à faire face à d'éventuelles situations d'urgence. Des exemples existent. On peut prendre l'exemple un peu plus au nord de Myanmar, où les enseignements que l'UNICEF a tirés de la mobilisation à la suite du tsunami ont permis d'améliorer la préparation et les interventions menées par d'autres situations d'urgence. À la suite du cyclone Mala, d'autres situations d'urgence de 2006, l'UNICEF a réussi à mobiliser et à livrer rapidement dans les régions sinistrées des produits de secours dont les colis familiaux, des mousquetaires imprégnés d'insecticides et des médicaments essentiels destinés aux centres de santé. Et à la suite du cyclone Nargis en 2008, l'UNICEF a distribué des colis pour la survie des enfants permettant de traiter jusqu'à 600 000 crises de diarrhée, 300 000 cas de pneumonie et 60 000 cas de prévention d'hémorragie après un accouchement et 6 200 cas de septicémie et de graves pneumonies néonatales. L'UNICEF a également apporté son appui à des programmes d'alimentation thérapeutique à mettre en œuvre dans les îlots de malnutrition aiguë sévère qui ont été repérés. Les programmes de redressement se sont maintenant achevés dans certains pays, les activités de longue durée ayant été confiées aux autorités nationales ou intégrées au programme existant des bureaux de pays de l'UNICEF. Étant donné l'ampleur de l'activité de reconstruction à mener en Indonésie et au Sri Lanka,
L'UNICEF a continué à appuyer ses activités jusqu'à la fin de l'année 2010. Tout de suite, nous écoutons Stromae avec la chanson Papa Outé. Sur Radio Grand Ciel, dans l'émission Terre des Enfants. Dans cette deuxième partie, nous abordons le droit à une justice adaptée. L'article 40 de la Convention internationale des droits de l'enfant indique que tout enfant suspecté, accusé ou reconnu coupable d'avoir commis un délit a droit à un traitement qui favorise son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui tient compte de son âge et qui vise sa réintégration dans la société. On entend par là que l'enfant a droit à des garanties fondamentales, à une assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée pour sa défense. On nous dit également que la procédure judiciaire et le placement en institution doivent être évités chaque fois que cela est possible. Est-ce pourtant appliqué? Jules, vous pouvez nous apporter une réponse. Malheureusement, si presque tous les États sont d'accord avec ces règles, très peu les appliquent concrètement. Les raisons sont souvent financières. Mettre en place un bon système de justice juvénile coûte très cher et beaucoup d'États n'ont pas les moyens de tout faire correctement. Un autre problème tient au fait que les droits de l'enfant délinquant sont souvent considérés comme moins importants que les autres. Les conditions de détention des enfants émergent donc rarement dans l'agenda politique du haut social. De même, certaines régions du monde ont une approche sévère et conservatrice de la délinquance juvénile. Nous rappelons que la justice des mineurs doit être réservée à ceux qui n'ont pas encore atteint la majorité. Mais dans beaucoup de pays, les naissances ne sont pas toujours toutes enregistrées et les enfants eux-mêmes ignorent parfois leur âge. Il est alors très difficile de savoir si certains adolescents ont réellement moins de 18 ans ou si l'enfant qui est jugé a atteint l'âge de la responsabilité pénale. L'âge de la responsabilité pénale est l'âge à partir duquel les enfants sont considérés par la législation nationale comme ayant la maturité affective, psychologique et intellectuelle nécessaire pour commettre une infraction. Avant cet âge-là, ce sont leurs parents ou tuteurs qui sont responsables de leurs actions. La plupart des pays ont fixé un seuil de responsabilité pénale, mais celui-ci est souvent placé trop bas, bien en dessous des 15 ans recommandés par les règles internationales. Il varie donc largement selon les époques et les cultures, allant tout de même de 7 à 18 ans. Il faut se rendre compte que lorsqu'un enfant se trouve devant un tribunal, l'intérêt supérieur de l'enfant doit passer en premier. Cela veut dire que les agents de la loi doivent tenir compte des effets de leurs décisions sur les enfants. Tout ce qui a un impact sur eux ne doit pas leur nuire ni briser leur avenir. La dignité de chaque enfant, qu'il soit accusé, victime ou témoin, doit être respectée. Les enfants victimes en particulier doivent être traités avec compassion. Il faut aussi toujours s'assurer que les enfants soient protégés contre la violence et les négligences et que leurs besoins essentiels comme l'eau, la nourriture, l'hygiène soient comblés. Le bien-être et les intérêts du mineur doivent donc être les critères déterminants dans l'examen de son cas. Un bien-être qui passe par la rapidité des procédures dans les affaires les concernant. C'est d'une grande importance pour que les enfants accusés ne restent pas trop longtemps en prison et que les enfants victimes reçoivent rapidement réparation. Enfin, les décisions de justice doivent toujours être proportionnées. Cela signifie que les membres du tribunal doivent tenir compte de la gravité de l'infraction pour choisir des sanctions punitives appropriées. On ne punit pas un enfant de la même manière pour le vol d'une pomme ou d'une voiture. Et ils doivent également prendre en compte les circonstances personnelles de l'enfant, position sociale, situation familiale, conditions de réalisation de l'infraction, intention. C'est donc une justice différente qui est nécessaire. Oui, la justice des enfants doit être un service à part entière, différent de celui des adultes. Dans les pays où il n'existe pas vraiment de spécialisation à cause du manque de ressources ou pour des raisons politiques, les enfants sont traités dans une large mesure comme les adultes. Cela ne favorise pas des réparations appropriées pour les victimes, ni une réhabilitation correcte des délinquants dans la société. Le nom et l'approche des systèmes mis en place par les gouvernements pour s'occuper des enfants varient. Certains créent des tribunaux pour les enfants, d'autres mettent en place des procédures spéciales dans les tribunaux ordinaires. De même, des services de police spéciaux sont créés dans des grandes villes. Dans tous les cas, il est important que ces services soient faciles d'accès. La mise en place de mécanismes de plainte permettent aux enfants victimes ou détenus de signaler de violations de droits améliore l'efficacité de la justice. Un des enjeux primordiaux est donc que les personnes qui sont en contact avec les délinquants juvéniles reçoivent une formation particulière pour apprendre la meilleure manière de protéger les droits des enfants et de répondre à leurs besoins. Cela rend les procédures judiciaires plus justes et surtout plus efficaces. L'apprentissage de techniques adaptées aux enfants, notamment pour l'arrestation et la détention de délinquants juvéniles et pour les interrogatoires d'enfants témoins, est essentiel, surtout pour les personnels de police et les gardiens de centres de détention, car ce sont eux les responsables de la majorité des violations de droits des enfants dans le système judiciaire. Dans certains pays, les abus et tortures sont des pratiques
courante de la police. Une fois de plus, les situations diffèrent selon le pays concerné. En effet. Certes, les condamnations peuvent être très différentes selon la nature de l'infraction, les circonstances, mais aussi et surtout selon le pays où a lieu le procès, car tous n'appliquent pas les mêmes sanctions. Dans l'idéal, la séparation d'avec la famille et le placement de l'enfant dans un centre de détention doivent être évités au maximum. Il ne doit s'agir que d'un dernier recours. Il faut privilégier des sanctions permettant la réadaptation de l'enfant dans la communauté et traitant des causes de l'infraction. Ces mesures peuvent être une amende, la participation à des réunions, des travaux d'intérêt général, le placement dans une famille ou un centre d'éducation ou encore une période de probation. Malheureusement, les mesures privatives de liberté sont les sanctions les plus utilisées. Certains pays envoient des enfants en détention même pour de petites infractions. Au Sierra Leone, par exemple, un jeune de 15 ans a été condamné à 3 ans de prison pour avoir cassé la fenêtre d'une voiture. Bien que les conventions internationales l'interdisent, certains pays pratiquent encore les châtiments corporels, comme condamnation judiciaire pour des enfants. La justice des îles Tonga, par exemple, autorise la condamnation d'un enfant de 7 ans à la flagellation. De même, et malgré l'indignation de la communauté internationale, quelques pays condamnent encore des enfants à la peine de mort. C'est notamment le cas de l'Iran, de la Mauritanie, du Soudan, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Nigeria et du Yémen. Une situation qui ne peut être laissée telle qu'elle. Jules, pour finir cette seconde partie, quelques chiffres pour vraiment se rendre compte. Alors on estime que la majorité des enfants privés de liberté en détention préventive auraient entre 14 et 18 ans. Le nombre exact d'enfants privés de liberté est impossible à déterminer à cause du manque d'études, mais l'UNICEF estime plus qu'1 million d'enfants sont concernés. Leur proportion parmi les prisonniers serait de 0,5 à 30% selon les pays. La Convention internationale des droits de l'enfant interdit la condamnation à perpétuité pour les enfants. Pourtant, aux États-Unis, plus de 2500 prisonniers condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle étaient mineurs au moment de leur crime, certains âgés d'à peine 13 ans. Tout de suite, nous écoutons Calogero et Passy, Face à la mer. Vous êtes sur Radio Grand Ciel dans l'émission Terre des Enfants. Dans cette troisième partie, nous allons traiter des actions du comité, avec tout d'abord un petit flashback sur les événements du début de ce mois de juin. Jules et Pascaline, vous y avez vous-même contribué, n'est-ce pas ? Tout à fait. Donc avec 5 jeunes autres ambassadeurs du lycée Branly de Dreux, nous avons voulu fêter à notre manière la nuit de l'eau, en organisant une vente de produits UNICEF et de gâteaux que nous avions confectionnés nous-mêmes. Et donc ça s'est passé à la piscine d'hiver Nouillet, ville amie des enfants, le samedi 1er juin. Effectivement, tout s'est passé dans la joie et la bonne humeur. Et vu qu'il y avait une majorité d'enfants, le stand gâteau bonbon a connu un vrai succès. Cela a été un beau succès, ça célébrait bien le premier partenariat ville amie des enfants et jeune ambassadeur à Vernouillet. Autre événement notable qui a eu lieu le même jour, la marche au profit de l'UNICEF pour les enfants syriens et réfugiés, organisée par la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire, grâce à un partenariat avec UNICEF France. Un petit mot là-dessus, Pascaline ? Cette manifestation s'est déroulée au Grand Pré à Chartres, a rassemblé une centaine d'adhérents à l'EFGV. Un stand d'UNICEF se tenait également grâce à des bénévoles du comité. C'est un beau début de partenariat qui sera, nous l'espérons, renouvelé dans les années à venir. Exactement. À présent, nous allons vous parler de ce qui s'annonce comme l'événement à venir, le défi de l'eau. Nous évoquions pas plus tard que la semaine dernière et à l'instant la nuit de l'eau. Le défi de l'eau y est directement rattaché. Jules, pouvez-vous nous rappeler la cause que soutiennent ces projets ? Alors, l'UNICEF soutient le gouvernement du Togo pour améliorer l'accès à l'éducation et l'équité dans les écoles primaires nationales au travers du programme Éducation pour tous. Son but est de renforcer les capacités des écoles en améliorant l'environnement scolaire au Togo avec une mise en place d'installations sanitaires et d'accès à l'eau. Ce projet cible entre autres 2800 enfants. Et c'est donc en parallèle que les jeunes ambassadeurs d'Eure-et-Loire ont décidé de mettre au point un projet simple. Pour chaque 2 € qu'ils auront récoltés pour les enfants du Togo, les jeunes ambassadeurs nageront 25 mètres à la piscine de l'Odyssée à Chartres. En résumé, nous nageons, vous sponsorisez. Donc, tous à vos agendas, ce défi aura lieu le samedi 29 juin au complexe aquatique de l'Odyssée de 15h30 à 18h30. Il est rattaché au gala de natation synchronisée ayant lieu le soir même, qui est présenté par l'association de natation synchronisée et auquel 2 jeunes ambassadrices affiliées participent. Tout en sachant que l'UNICEF disposera un stand d'information et de sensibilisation dans le hall d'entrée de l'Odyssée, les bénévoles adultes et jeunes ambassadeurs y sensibiliseront le public à la problématique de l'eau et feront de même autour du bassin. Nous comptons donc sur vous en espérant vous retrouver ce 29 juin à l'Odyssée.
Concernant notre comité, la boutique du 2 rue de la Porte Cendreuse à Chartres reste ouverte sur rendez-vous avant de nouveaux horaires à partir d'octobre prochain. Tout de suite, nous écoutons Adele avec Someone Like You. Ce mois-ci, pour notre rubrique cinéma, nous avons choisi de vous parler du documentaire Au tribunal de l'enfance de l'émission Infrarouge sur France 2 et datant de 2008. Dans les tribunaux pour enfants, la majeure partie du travail des juges des enfants relève de l'assistance éducative, c'est la protection des mineurs en danger. Peu médiatisée, cette justice civile voit pourtant défiler les pires désordres, violences et solitudes qu'une société peut produire. Marie Receveur et Jean Toulier sont juges pour enfants. Chaque jour, en audience, ils rencontrent des mineurs en situation de danger. Inceste, violence parentale, refus de scolarité, bébés placés en foyer, abandon parental. Cette justice discrète nous renvoie à des questionnements universels. La difficulté d'être parent, l'absence d'amour ou, au contraire, le trop d'amour. Ces deux juges témoignent avec humanisme et humilité de la difficulté à décider au mieux des intérêts de l'enfant. Sans robe noire, dans un espace agrémenté de jouets, ils peuvent recevoir jusqu'à 30 enfants et leurs parents chaque semaine. Toute une population en souffrance, signalée au juge par l'école, un médecin, les services sociaux, et convoquée après enquête de services d'investigation. Il leur appartient de faire la part entre le droit et les devoirs, entre banalisation ou exagération des faits par les parents, démission ou confusion des rôles parentaux, prise en otage de l'enfant dans les querelles de couple. À eux aussi de gérer au mieux la culpabilité indicible et l'inquiétude palpable des enfants, entre leur loyauté à leurs parents et leur risque d'échec scolaire, voire personnel. Dans un tel contexte, trouver la bonne solution est toujours une décision lourde, qu'il s'agisse d'un simple accompagnement éducatif de l'enfant ou, dans les cas les plus graves, de son placement hors du domicile familial. Avec, parfois, la gratification d'un moment rare, quand l'enfant se confie enfin en phrases libératoires. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la réécouter sur notre site www.unicef28.wordpress.com. Nous reviendrons l'année prochaine sous un nouveau format. Nous vous remercions pour votre écoute et vous souhaitons de très bonnes vacances sous le soleil évidemment. Au revoir à tous et au revoir Julie et Pascaline. Au revoir. Au revoir. Tout de suite nous écoutons pour nous quitter les ricochets du collectif Paris Africa.